Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode de La Retraite à 40 ans et on refait un point sur l'investissement en bourse et ce que vous pouvez faire. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous sur comment comprendre, comment se positionner, quels sont les enjeux, les questions qu'on peut se poser. Pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui ? Parce que j'ai plusieurs retours de personnes qui sont dans mes programmes de coaching et avec qui je fais de l'immobilier. Et on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe autour de la bourse. Moi, c'est Victor, j'ai plus de 200 locataires et je reprends avec toi des appartements et des entreprises. Tout est sur firefrance.io. Alors, on est parti. Je pense que ce qui est vraiment pas mal, si vous voulez tester finalement l'investissement en bourse, il faut, dans un premier temps, et je sais que c'est un petit peu embêtant, mais revenir sur votre stratégie globale et complète. Alors oui, moi je déteste quand on me dit ça, je déteste quand je veux lancer un projet en informatique et qu'on me dit « Ah, il faut que je fasse un audit déjà de ce que vous avez pour ensuite vous faire des recommandations ». Dès que j'entends des choses comme ça, moi ça m'horripile, j'ai l'impression que je perds du temps, que je ne suis pas dans l'action. Mais en réalité, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on revient dessus. La base, c'est vous demander, OK, où est-ce que je veux aller aujourd'hui dans ma vie et d'un point de vue financier, qu'est-ce qui en découle ? Donc, si vous êtes ici et que vous écoutez ce podcast, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent la question quand même de se dire, OK, comment je peux faire à un moment donné pour pouvoir vivre de mes investissements ? Et, que ce soit des investissements du coup en bourse, que ce soit des investissements en immobilier, que ce soit des parts d'entreprise, que ce soit des royalties de marque, que ce soit des participations, que ce soit des métaux, bref, que ce soit plein de choses. Et vous vous posez la question sur comment s'inscrit la bourse dans ce schéma-là. Ce qu'il faut revenir, et là où il faut être assez fort, c'est comprendre là où on veut aller et comprendre le scénario qu'on peut mettre en place. Donc tout dépend de ce scénario. Pour faire simple, si vous voulez, on va prendre une première règle globale qui simplifie un petit peu tout ce que vous avez autour de vous, mais qui est grandement vérifiable, en tout cas c'est atteignable, et c'est atteignable pour la plupart d'entre nous, c'est de se dire, OK, là aujourd'hui, par rapport où j'en suis, c'est possible que je fasse des investissements qui vont m'apporter net d'inflation, net de taxes, 4% par an. Donc ça, aujourd'hui, c'est tout à fait possible, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, que ce soit à peu près dans n'importe quel type d'investissement, on peut arriver à ça. Et là, on retombe sur une règle de calcul assez simple. Vous faites ce que vous voulez par mois. Donc, si vous voulez 2 000 euros par mois, vous multipliez par 12. Ça vous fait votre montant à l'année. Et après, vous divisez par 4%, donc c'est-à-dire multiplié par 25. Donc, si vous voulez 2 000 euros par mois, il faut avoir investi 600 000 euros par an. Ces 600 000 euros par an, ils vont prendre net d'inflation, net de frais, net d'impôts, ils vont prendre 4%. Et en fait, les 4% que ça va prendre dans l'année, vous allez vendre ce que ça représente et ça va vous faire le montant annuel nécessaire pour vivre avec vos 2 000 euros par mois. Donc ce calcul, avec retour d'expérience que j'ai et ce qu'on peut voir en fonction des investissements, c'est tout à fait réalisable. Donc dans un premier élément, c'est qu'on se dit, OK, si je veux du 2 000 euros par mois, il faut que j'ai 600 000 euros d'investissement. Et après, la question va se poser, comment je fais pour avoir ces 600 000 euros ? Et après, quelle est la bonne stratégie que je peux mettre en place ? Il y a énormément de choses qui découlent de ça. Avant ces 2 000 euros par mois, le travail qu'il y a à faire, mais qu'il y a à faire en continu dans sa vie, et je pense que c'est un petit peu, on aimerait en fait prévoir un plan une fois, à un moment donné, se dire ok, voilà ce que je veux dans ma vie, c'est avoir 2 enfants, c'est habiter à Cannes et c'est avoir une activité, faire du bateau ou faire je ne sais quoi. Et on aimerait se dire, ok, ça va bien se passer, je vais tomber sur la femme qui me correspond, je vais avoir 2 enfants qui n'auront pas de problématiques, je vais toujours vouloir rester à Cannes parce qu'il n'y aura pas de changement. En fait, on aime bien être assuré et avoir un projet qui ne va pas évoluer dans le temps. Malheureusement, les projets, ça évolue, les envies, ça évolue, les aspirations, ça évolue aussi. Je suis tombé sur un TikTok d'une discussion entre Yumi Denzel et Oussama Ammar.
Et en gros, pour vous donner un ordre d'idée, ce qui était en train d'être discuté à ce moment-là, c'était Yomi Denzel qui trouve que l'héritage c'est totalement injuste et qu'il ne faut pas donner d'héritage aux enfants parce que ça crée énormément de disparités. Il y a des gens qui n'ont rien fait et qui se retrouvent du coup à ne pas avoir à travailler toute leur vie et c'est vraiment pas juste du tout. Et Oussama a fait une réflexion à Yomi que je trouvais assez intéressante. Oussama a dit, écoute, t'as pas d'enfants aujourd'hui, quand tu auras des enfants, tu verras ce qui va se passer. Eh bien, c'est exactement ça. Je vous invite en fait, en fonction de ce que vous voulez faire dans votre vie, à regarder des gens plus évolués et qui vont vous faire un retour sur leur vie. Alors, plus évolués que vous, c'est-à-dire, par exemple, ou qui ont déjà atteint ce que vous voulez. Donc imaginons que vous avez envie d'écrire un livre. Regardez des personnes qui ont écrit des livres et qui vont vous dire concrètement ce que ça a fait dans leur vie et le bilan après ça. Regardez des gens qui, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent et regardez ce que ça a fait. Et là, dans le cas de Yomi et Oussama, regardez des gens qui ont du coup eu des enfants et est-ce qu'ils ont changé d'avis sur est-ce que l'héritage c'est important ou pas. Donc je pense qu'il y a plein de questions où on a besoin malheureusement en fait de l'extérieur. Nous on a nos propres avis et plus le temps change et plus le temps évolue, plus nos aspirations ont changé. Donc ça s'explique de plein de façons. Il y a déjà les expériences qu'on a eues par le passé et aussi il y a des changements purement chimiques qui se passent chez nous d'un point de vue hormonal, que ce soit chez les femmes ou que ce soit chez les hommes. Nos hormones vont évoluer, notre corps va vieillir et on va changer de façon de considérer les choses. Donc n'oubliez pas que vos projets risquent d'évoluer dans le temps. En tout cas, ça ne remet pas du tout en question d'écrire aujourd'hui ce que vous pensez être ce que vous voulez dans votre vie. Comme ça vous permet de vous donner une direction et au moins d'essayer une direction plutôt que de rester dans quelque chose où vous ne savez pas trop ce que vous voulez tester, vous êtes un peu, vous laissez aller par la vie. Non. Mettez concrètement ce que vous voulez comme objectif. Regardez aussi financièrement du coup ce qu'implique cet objectif dans la vie. Travaillez ce sujet-là. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir utiliser par exemple Claude et de demander de faire des simulations avec Claude, d'échanger pour concrètement peaufiner votre modèle. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Avant, il fallait quand même être dans une façon de faire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore très niche ce qu'on fait. Mais avant, il fallait quand même passer beaucoup de temps à trouver des informations, détailler tout ça, faire des BP, etc. Et si on n'avait pas un minimum de connaissances de certains outils, on n'y arrivait pas ou avoir un truc pas vrai, mais qui donne une bonne direction. Aujourd'hui, avec l'IA, franchement, avec Claude, vous pouvez très très bien faire ça. Échangez directement avec Claude et dites-lui simplement qu'en tant qu'expert financier qui détaille la vie que tu veux, la vie rêvée et combien ça va coûter et vous lui proposez de le faire sur un format FIRE, FIRE et puis là Claude va grandement vous aider à faire ça. Donc première étape, avant de vous dire même dans quoi vous devez investir en bourse, regardez concrètement quel est votre projet et ce que vous voulez atteindre. Donc si on reprend notre objectif de tout à l'heure, si vous avez un premier palier qui est à 2 000 € par mois et qu'il faut 600 000 € d'investissement, après il faut voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc là vous avez plusieurs éléments pour arriver à ça. Si aujourd'hui vous gagnez 3 000 € par mois et que vous vous rendez compte que vous avez des difficultés à mettre de côté, vous pouvez faire le scénario, ok je gagne 3 000 € par mois et disons que je mets 1 000 € de côté on va le faire tout de suite, 1 000 € de côté, 1 000 € investis à 10% par an. Combien de temps pour 600 000 €? Je le fais en live, c'est parti. Donc là, par exemple, vous arrivez à mettre 1 000 € de côté et vous arrivez à l'investir à 10% par an. Donc on n'est pas sur les 4%, on est plutôt sur les 10%. Donc là, vous prenez plus de risques en théorie, ou du moins vous avez moins de chances de faire 10% par an que de faire du 4% par an. Les 10%, on peut largement les faire aussi. Et on va regarder en combien de temps on peut avoir 600 000 €. En fait, la vraie question que vous vous posez, c'est OK. Le nerf de la guerre, c'est de réussir à avoir un capital déployé, donc avoir un montant d'argent investi le plus rapidement possible en fonction de vos capacités. Et c'est surtout par rapport à vos capacités, mais aussi par rapport à vos envies. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes capables de faire plein de choses, mais vous n'avez pas envie de les faire. Vous voulez vivre autrement. C'est pas grave, il faut juste faire un choix. C'est simplement une décision. Donc dans votre cas, ce par quoi vous pouvez passer, c'est de vous dire, OK, concrètement, j'ai besoin, par rapport à ma situation que j'ai aujourd'hui, je sais que je gagne 3 000 € par mois, j'arrive pas trop à mettre de côté, mais si j'arrive à mettre 30% de ce que je gagne, du coup, si j'arrive à mettre 1 000 € par mois, en combien d'années je peux réussir à atteindre mon objectif? Alors là, j'aurais bien aimé avoir l'élément. Donc il y a cette première étape-là. Deuxième étape, c'est de vous dire, OK, maintenant j'ai le choix, donc essayez de faire votre plan. Votre plan, c'est grosso modo aujourd'hui par rapport aux investissements que vous pouvez faire. Vous avez le 100% passif. Le 100% passif,
Ça va être la bourse, sauf si vous commencez à faire du trading ou sauf si vous commencez à faire des stratégies d'options. Mais en tout cas, il y a le 100% passif qui est la bourse. On va revenir sur le schéma le plus classique et le plus basique et je pense que c'est là-dessus que vous devez vous entraîner avant d'aller faire des schémas plus compliqués. Donc, 1000 euros par mois, juste pour revenir. Si vous avez 1000 euros par mois, alors j'aimerais bien savoir exactement. Donc, pour avoir, il vous faut 1000 euros par mois. Trajectoire unique. Alors j'aimerais bien vérifier ce qu'il me raconte parce que du coup il me parle de beaucoup de choses. Il faut capital. Alors, je pense que alors on arrive. C'est marrant maintenant, Claude, à force d'avoir échangé avec lui, maintenant il me fait des réponses, mais avec énormément de justifications. Je pense qu'il a peur que je lui demande pas mal de questions. Bref, revenons dessus. Donc en tout cas, si vous voulez atteindre votre objectif, première stratégie 100% passif, c'est la bourse. Vous avez d'autres produits qui sont 100% passifs. Donc vous avez par exemple Brix qui vous permet de faire du crowdfunding immobilier. Vous allez avoir entre guillemets en 100% passif, mais de l'immobilier clé en main, mais ça dépend jusqu'où est le clé en main. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont l'ouvrir un bien, mais en réalité c'est pas vraiment 100% passif. Vous allez avoir des livrets d'épargne, etc. Après, de l'autre côté, en termes d'investissement, vous allez avoir ce qui va vous demander un peu plus de temps, mais ce qui normalement vaut le coup si vous arrivez à faire des très bons rendements, sauf si c'est aussi pour l'expérience que vous allez le faire. Donc, vous allez avoir l'immobilier. Et enfin, vous avez un autre type d'investissement qui va être concrètement le business, et de développer un business ou de reprendre un business. L'enjeu que vous avez, c'est par rapport à vos capacités d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre quotidien. Donc, moi, je suis assez convaincu qu'on peut continuer ad vitam aeternam à progresser et à faire avancer. Donc là, par exemple, du 10% par an, il nous faut 18 ans. Donc en 18 ans, vous allez réussir à avoir les fameux 600 000 euros de côté qui vont vous permettre d'avoir du 2 000 euros par mois. Donc ça, c'est ce que vous faites en bourse si vous êtes en capacité d'épargner 1 000 euros par mois. Pour revenir sur ce qu'on a, la bourse, ça va fonctionner pour un certain nombre d'entre nous et en fonction de la maturité qu'on a, on va pouvoir plus ou moins étoffer tout ça. Pour bien comprendre ce que vous pouvez faire en bourse, on va faire un exercice assez simple et je vais vous donner moi les étapes que j'utilise pour investir en bourse et pour comprendre finalement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Premier élément, on va dans un premier temps choisir de diminuer au maximum ce qu'on peut contrôler. Donc il y a un truc qu'on ne peut pas contrôler ou pas réellement contrôler en bourse, ça va être la performance. La performance en bourse, on ne peut pas réellement la contrôler. On ne contrôle pas exactement combien vont gagner nos investissements. Vous achetez demain du Tesla, vous ne savez pas combien ça va faire. Vous achetez demain de l'EDF, vous ne savez pas combien ça va faire, etc. Donc dans un premier temps, nous, ce qu'on va choisir, et aussi pour comprendre quelle est la meilleure stratégie, on va prendre un investissement qui est fait par beaucoup et qui est un peu l'investissement de base. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un produit qui s'appelle, et je pense que vous le savez déjà, un ETF qui va répliquer un indice qui s'appelle le MSCI World. Et cet indice a le mérite de regrouper, c'est comme un panier qui regroupe un très grand nombre d'entreprises. Donc là, on est sur du plus de 1200 entreprises qui sont grandement mondiales, mais c'est quand même très dominé par les États-Unis. C'est un peu une critique qui est faite par ça. Cet indice, globalement, les dernières années, alors ça dépend sur quelle durée on prend ça. Si on prend ça sur des durées très courtes, on est sur des performances vraiment élevées. On va être dans du 13% par an. Si on prend des durées un petit peu plus longues, on va être sur du 10% par an. Si on prend des durées plus longues, on va être sur du 8% par an. Et ça va être une performance brute. Brute, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous investissez dedans, vous avez un indice, ça va traduire la performance du coup de ces actions. On va prendre en compte non seulement la valorisation de ces actions qui va augmenter. Donc par exemple, vous avez de l'Apple. L'Apple, disons que l'action elle passe de 500, elle passe à 600. Vous allez gagner en valeur. C'est-à-dire que si vous avez acheté une action, vous allez passer de 500 à 600 de valeur totale. Et après, vous avez des dividendes qui sont versés. Donc Apple, ce n'est pas les plus réputés pour verser des dividendes. Vous avez d'autres entreprises qui vont vous verser des dividendes. Ce que ça veut dire, c'est que nous, chaque année, par rapport à ce qu'on a investi, on devrait gagner
normalement l'équivalent de cet indice. Donc nous, on peut prendre comme estimation sur les prochaines années, alors attention, c'est assez positif, on va prendre que ça fait du 10% par an. Ce 10% par an, si vous investissez du coup 10 000 euros, vous allez gagner 1 000 euros cette année, et ces 1 000 euros vont venir en fait de toutes ces entreprises, à la fois du gain en valeur, mais aussi vont venir des versements de dividendes. Premier élément qu'on a là-dessus, c'est 1 000 euros de gain. C'est ce que traduit cet indice. Et nous, il faut qu'on comprenne comment on peut investir là-dedans. Parce que cet indice, il dit juste, OK, virtuellement, vous prenez, je crois que c'est à peu près 1200 entreprises, 1300 entreprises. Si vous prenez ces 1300 entreprises, vous rentrez dedans en début d'année et en fin d'année, avec l'augmentation de la valeur, puis les dividendes versés, vous allez faire 10%. Attention, parce que là, ces entreprises-là sont dans des monnaies différentes. Il y a beaucoup de ces entreprises qui vont être en dollars. Attention, vous allez augmenter, vous allez passer 10 000 à 11 000 en fin d'année, mais attention, la valeur de l'argent a peut-être diminué dans le temps, mais ça c'est l'inflation, on traitera ça à côté. Donc vous avez un risque de taux de change, et attention, comment vous faites concrètement pour acheter? Est-ce qu'il y a des frais pour acheter des parts d'entreprise? Donc rappelez-vous, si demain vous achetez un appartement, vous allez avoir 18% à peu près de frais de notaire, de transactions, etc., etc. Comment ça se passe de ce côté-là? Pour investir en bourse, donc nous on veut vouloir acheter ce produit, qui est un produit, on règle pas mal de problématiques avec ça, c'est un produit très diversifié, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule entreprise. Même la plus belle entreprise du monde, et là je vous invite à regarder ce qui se passe en Corée en ce moment, même la plus belle entreprise du monde peut s'effondrer. Par contre, pour que toutes les plus belles entreprises du monde s'effondrent en même temps, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on va choisir dans quoi on investit. On a 3 enveloppes différentes. On a une première enveloppe qui va être l'assurance vie, une deuxième qui va être le PEA, et une troisième qui va être le CTO, le compte titre ordinaire. Qu'est-ce que c'est une enveloppe? C'est simplement un compte bancaire ou équivalent d'un compte bancaire. On peut le voir comme ça aujourd'hui. Ça va être comme quand vous vous connectez, vous regardez votre compte courant, vous allez avoir un compte. Et ce compte bancaire-là, vous allez pouvoir envoyer de l'argent dessus. Et après, vous allez pouvoir acheter des choses avec ce compte. Et ce que vous allez pouvoir acheter, en fonction de là où vous êtes, donc si vous êtes dans l'assurance vie, le PEA, le compte titre, grosso modo, vous allez pouvoir acheter soit des actions, soit des produits comme des ETF, soit des obligations, soit de l'or, etc. Vous allez pouvoir acheter différentes choses, et attention, ça ne fonctionne pas de la même manière dans chacune des enveloppes. Donc déjà, là, on fait quelque chose qui se complexifie. Alors, première question, pourquoi on a 3 enveloppes différentes? Pourquoi on n'a pas qu'une seule enveloppe différente? Pour faire simple, rappelez-vous, vous êtes en France, et ce que veut faire la France, c'est rediriger votre argent. Ce que veut l'État, c'est de vous dire, OK, Victor, tu as le droit d'investir là-dedans, ou je t'encourage à investir là-dedans. Alors déjà, tu as le droit d'investir là-dedans ou pas, donc attention, il y a des trucs qui sont interdits. Et sinon, après, c'est je t'encourage à investir dans tel côté. Et comment fait l'État français pour vous encourager à investir dans tel côté? Déjà, l'État français vous pompe un maximum de thunes. Il faut quand même vous dire qu'au minimum, sur tous les investissements que vous allez faire, grosso modo, en bourse, vous allez être assujetti au PFU. Le PFU, ça va être le prélèvement forfaitaire unique, et aujourd'hui en France, il est de 31,4%. Donc ce qui veut dire que quand vous faites un investissement, alors grosso modo en France, après il y a différentes façons de le voir, ça dépend des gains, etc. Mais ce qu'il vous faut vous dire, c'est qu'en France, vous investissez par exemple 1 euro, vous gagnez 99 euros, et bien là, sur le jour où vous vendez, vous allez payer 31,4% de ces 99 euros. Donc ça, c'est la France, ça fonctionne de cette façon-là. Il y a une imposition qui est quand même assez élevée. D'ailleurs, on a été élu, je crois, encore un des pays, voire le pays où il est plus fiscalisé de la zone euro et sûrement du monde. Donc, comment l'État fait? L'État va se dire, OK, bon, bah finalement, on est en train de prendre toute la thune de nos compatriotes les Français, de tous les côtés, charges sociales, charges fiscales, impôts, TVA, machin. On est en train de les plumer. Mais bon, il y en a peut-être quelques-uns quand même qui vont essayer de s'en sortir et d'investir parce qu'ils vont essayer de faire leur propre retraite ou essayer de gagner de l'argent. Je vous rappelle, c'est vous, c'est moi. Eh bien, ils vont se dire, on va les aider. On va les aider à payer un peu moins d'impôts. Et là, vous avez le compte titre où, entre guillemets, on paye plein pot d'impôts. Et vous avez après les deux autres, le PEA et l'assurance vie, où on va faire des optimisations fiscales. Donc, on va permettre à ceux qui rentrent dans ces contrats-là de payer moins d'argent. Alors, ils vont vous proposer 2 choses assez simples. L'assurance vie, pour faire simple, si vous gardez l'assurance vie plus de 8 ans, normalement, vous allez réussir à avoir un taux d'imposition sur vos plus-values. Donc, vous vous rappelez, si vous gagnez par exemple 100 000 euros, vous avez 100 000 euros de plus-value. Vous avez un gain de 100 000 euros. Si vous gardez votre assurance vie de plus de 8 ans,
attention, le calcul est un peu chiant, mais les années que vous avez avant, vous réussissez à faire un abattement de 4 600 € par an, puis vous allez payer 24,7% d'impôt sur votre plus-value. Pour faire simple, l'assurance vie, si vous gardez ça plus de 8 ans, grosso modo, vous allez payer dans les 24,7% d'imposition. Ça dépend de votre plus-value, ça dépend des montants. Plus votre montant est conséquent, plus vous allez tendre vers ces 24,7%. Donc je vous rappelle, si vous êtes sur ce qui n'est pas protégé contre l'imposition, c'est-à-dire un compte titre, vous allez payer 31,4%. Si vous êtes un petit peu protégé par l'assurance vie, vous allez grosso modo payer 24,7 ou un petit peu moins ou moins par rapport à ce que vous avez comme imposition. Et si vous êtes sur un PEA, vous allez payer 18,6% sur vos exonérations au bout de 5 ans. Donc là, l'État vous dit OK, si vous mettez de l'argent dans une assurance vie, on va vous aider. On va vous aider, vous allez payer moins d'impôts, grosso modo quasiment 10% de moins. Ce que vous pouvez espérer, c'est du 8-10% de moins. Si vous êtes dans du PEA, vous allez payer beaucoup moins, donc du 12, 13, 14% de moins que si vous le faites en compte titre. Donc là, vous vous dites OK. C'est super intéressant. Donc là, en première approche, et d'ailleurs, c'est ce que vont vous vendre tous vos conseillers, ils vont vous dire « Ah ouais, regarde, si tu investis en compte titre, tu payes 31, donc il faut que tu ouvres absolument une assurance vie, il faut que tu ouvres absolument un PEA. » Donc c'est ce que tout le monde va vous dire. Sauf que attention, il n'y a pas que ça à regarder. Rappelez-vous, on va regarder les impôts, qui sont quelque chose de très problématique, du moins qui est assez conséquent en France. Et après, on va quand même devoir regarder combien ça nous coûte d'investir dans ce qu'on veut acheter. Donc je vous rappelle, là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va investir dans un ETF Monde qui réplique 1200, 1300 entreprises dans le monde et qui fait du 10% à peu près annuel ces dernières années, qui est un produit qui est quand même intéressant, diversifié. C'est un peu le produit de base de tout le monde, c'est vraiment le produit de base. Là, vous êtes sur le produit de base de tout le monde. Et là, on va vous dire, OK, l'assurance vie et le PEA, finalement, si on regarde les chiffres que je vous ai donnés, au lieu de payer 31,4%, en fait, autant que j'aille sur le PEA qui me fait le moins d'impôts, ou autant que j'aille sur l'assurance vie qui me fait le moins d'impôts. Mais attention, ce n'est pas le seul critère à regarder. Les autres critères, nous, on sait qu'on va investir sur l'ETF Monde. On sait que cet ETF Monde, donc l'ETF Monde, donc je vais revenir, vous avez votre indice. Votre indice, ça explique ce que c'est. Donc, ça explique quelles sont les entreprises. Comment on choisit les entreprises qui sont dans cet indice. C'est ça que veut dire l'indice. Et après l'indice, il faut être capable de l'acheter. Donc l'indice, soit vous pouvez, en suivant, par exemple, vous regardez le paper, le papier qui explique le MSCI World, et vous regardez quelles sont les actions, les pondérations et comment ça évolue dans le temps, et vous pouvez très bien, vous, les acheter tout seul. Vous pouvez très bien faire la répartition qui est nécessaire. Donc, on va vous dire qu'il faut prendre 10 actions Apple, 2 actions Total et 1 action Total, etc. Et vous recomposez votre indice. Et vous pouvez le faire vous-même en physique. Ou sinon, vous pouvez, parce que c'est quand même chiant, c'est quand même compliqué. Puis en plus, en fonction des sommes que vous avez, vous imaginez, vous avez que 1000 € ou 500 €. Vous ne pouvez même pas acheter une action Apple, quoi. Donc, ça devient un enfer. Donc, ou sinon, ce que vous faites, c'est que vous passez par des sociétés de gestion qui vont créer ce fameux produit qui est l'ETF. Et si vous achetez cet ETF, ça va automatiquement faire, entre guillemets, l'achat des actions. Alors attention, ce n'est pas exactement ça. Quand vous allez acheter un ETF, l'ETF, il va soit faire une réplication physique, donc concrètement acheter les actions, soit il va faire une réplication synthétique, donc il va répliquer la performance. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous allez acheter un truc qui va vous verser la même performance que les 1300 actions si vous aviez en tant que propriétaire. Donc si ces 1300 actions elles font 5% à l'année, vous allez toucher 5%. Si elles font 20% à l'année, vous allez toucher 20%. Et c'est là qu'on rentre dans les subtilités. Parce que je vous rappelais tout à l'heure, l'État, ce qu'il veut, c'est rediriger le flux de votre argent. Parce qu'il sait ce qui est bien pour vous, l'État français, donc dans quoi il faut investir. Et du coup, il va vous dire, OK, soit vous le faites en compte titre, mais vous payez une blinde, donc vous payez les 31,4%, donc le fameux PFU. Alors, il y a des petites variations si vous gagnez moins que de temps, etc. Mais je parle pour la généralité d'entre vous. Soit vous choisissez de payer moins d'impôts, donc avec le PEA et l'assurance vie. Et nous, on vous encourage à envoyer de l'argent dans le PEA et l'assurance vie. Alors, pourquoi ils font ça ? Le PEA, le plan épargne action, l'État français l'a créé pour finalement aider jusqu'à un certain montant. Donc, ce n'est pas énorme ce que vous pouvez mettre dessus. Donc, on est sur des sommes, c'est 150 000 € de versement. Donc, c'est vraiment limité. Alors, si vous vous rappelez, nous, je veux dire que c'est limité par rapport à notre stratégie. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais nous, on a une stratégie, vous avez vu, il nous faut 600 000 € placés pour avoir 2 000 € par mois. Donc, nous, c'est moins que la moitié, c'est quasiment un sixième de ce qu'on doit placer. Donc, sur le PEA,
L'enjeu, c'est que l'État va se dire, OK, nous, ce qu'on veut, c'est que les Français, on va leur faire un cadeau fiscal, parce que c'est un cadeau fiscal. Alors l'État, rappelez-vous toujours de ça, ce que va faire l'État pour vous, c'est toujours de vous taxer à fond et après de vous faire un cadeau fiscal. C'est tellement mieux de vous faire un cadeau que simplement de faire des trucs juste dès le début. Donc ce que va faire l'État, il va dire, OK, le PEA, c'est sympa, mais ça vous permet d'acheter que des actions européennes. Et vous vous rappelez, nous, notre problématique avec l'ETF Monde, c'est qu'on a beaucoup d'actions américaines, enfin avec la MSCI World. Donc on n'est pas censé pouvoir acheter des actions américaines. Et bien en fait là, vous vous rappelez, il y a deux façons d'avoir un ETF Monde, d'acheter cet indice. Soit on le fait en réplication réelle, donc là il faut vraiment que vous achetiez des actions Apple, ce que vous ne pouvez pas faire avec votre PEA. Soit on va faire de la réplication synthétique ou des swaps de performance. Swap de performance, c'est qu'on va inverser des performances de produits. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a des entreprises de gestion qui vont vous permettre d'acheter un produit qui va vous donner la performance d'entreprises américaines. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à faire un ETF Monde, où vous allez acheter un truc en Europe qui est légal, alors que ça va racheter les entreprises américaines. C'est ça le fonctionnement. Attention, il y a des gros sujets aujourd'hui sur est-ce qu'il faut enlever le fait que le PEA puisse faire ça, etc. Donc, dans le PEA, c'est moins taxé, mais normalement on fait que des actions européennes. Mais en tout cas, on peut aller sur cet indice, sur cet ETF Monde avec certaines particularités. Sur l'assurance vie, c'est beaucoup plus large. Alors, c'est beaucoup plus large. Il faut faire attention. Sur l'assurance vie, il n'y a pas de limite sur OK, on doit acheter des trucs européens. Donc, en réalité, dans l'idée, on pourrait acheter un ETF Monde. Alors là, il y a une autre problématique qui arrive sur l'assurance vie. Sur le compte titre, grosso modo, en fonction de chez qui vous êtes en tant que courtier ou en tant que banque, normalement, vous êtes ouvert à un très grand nombre de produits. Un compte titre, vous pouvez acheter quasiment tout ce que vous voulez. Mais attention, comme d'habitude, il faut que votre banque vous permette d'acheter le produit en question. Il y a des courtiers, alors c'est pour ça qu'il y en a certains, il y en a beaucoup qui sont par exemple chez Interactive Broker, qui est un courtier assez particulier, un peu sophistiqué, mais qui vous permet d'accéder, vous pouvez acheter quasiment tout ce que vous voulez. Vous voulez acheter des monnaies, vous voulez être sur le Forex, vous voulez acheter en Corée certaines choses, enfin vous pouvez quasiment tout faire. Le PEA, on a vu que normalement c'était que des produits qui sont... ce que je voulais dire sur le compte titre, en fonction du broker que vous avez, vous pouvez quasiment tout acheter dans le monde entier. Attention, il y a des trucs où c'est pas forcément possible. Quand vous rentrez sur le PEA, on a déjà vu, c'est beaucoup plus, il y a un nombre limité finalement de choses, d'actifs que vous pouvez acheter. Sur le PEA, normalement, peu importe où vous ouvrez votre PEA, vous avez le droit d'acheter la même chose. Donc vous ouvrez un PEA chez Bourso, vous ouvrez un PEA au CIC, vous allez pouvoir acheter les mêmes produits. Normalement, il n'y a pas de différence entre les deux. Sur l'assurance vie, là, attention, les différences sont énormes. Une assurance vie, quand vous l'ouvrez, il y a un truc qui s'appelle les unités de compte UC et qui vont vous indiquer dans quoi vous pouvez investir. Il y a beaucoup d'assurances vie qui sont en gestion pilotée. Attention sur la gestion pilotée, dans 98% des cas, voire plus, il faudrait que j'ai les vraies stats. Vérifier si on les a vraiment. Ça sert à rien d'être en gestion pilotée parce que la gestion pilotée, elle est moins performante que le marché tout court. Donc en fait, elle est moins performante simplement que le marché, qui est le MSCI World dont je viens de vous parler. Alors le marché, quand on parle du marché, c'est le marché par rapport auquel on se compare. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Enfin, ça dépend de vous, de votre stratégie initiale. En fait, quand on parle de marché, par exemple, si vous voulez investir dans les énergies, dans des choses qui sont vertes, par exemple, qui sont green. Alors attention, c'est très compliqué comme type d'investissement. Il faut voir c'est pour moi quelque chose d'assez dur à faire. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a comme d'hab, il y a beaucoup de mensonges sur plein de trucs. Donc en gros, si vous voulez investir ou plutôt si vous voulez investir que en Europe, votre marché, ça va plutôt être un ETF européen. Parce que vous voulez faire que de l'Europe. Et du coup, vous allez vous comparer par rapport à l'ETF européen, vous n'allez pas vous comparer par rapport à l'ETF monde qui est mondial et grandement américain. C'est un peu ça le sujet. En fonction de quelle est votre stratégie d'investissement ou quelles sont vos valeurs, ce que vous voulez faire, vous allez vous comparer par rapport à un secteur en particulier. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est pour ça que dans le trading, par exemple, moi quand j'étais assistant trader, je ne me comparais pas du tout à l'ETF monde. Je me comparais par rapport à un marché très spécifique. J'étais sur les taux et principalement, je me comparais par rapport aux taux allemands. Et j'essayais de faire mieux que les taux allemands parce qu'à l'époque, les taux allemands, c'est un peu ce qui dictait les taux européens. Je pense que c'est toujours le cas, mais en tout cas, je ne suis plus assez en finance de marché pour vous le dire. Donc, sur l'assurance vie, vous avez les unités de compte. Les unités de compte, c'est ce dans quoi vous pouvez investir. Et attention, les vieilles assurances vie,
Alors, vous avez l'assurance vie pilotée. Moi, je ne ferai pas trop ça de votre côté. Et après, vous avez les unités de compte. Les unités de compte, c'est tous les petits trucs dans lesquels vous pouvez investir. Dans les unités de compte, il y a certains ETF qui sont choisis. Donc, en fait, il y a des assurances vie qui ont soit des ETF monde, soit qui n'en ont pas. Donc là, il faut faire attention. Il faut bien choisir son assurance vie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un compte titre, il faut bien choisir en fonction de ce que vous voulez faire, mais la plupart des produits classiques dans lesquels vous allez vouloir investir sont dans la majorité des comptes titres, mais il faut choisir le compte titre qui est le moins cher. Sur le PEA, tous les PEA vont proposer la même chose, mais il faut choisir le PEA qui est le moins cher, et je vais revenir dessus. L'assurance vie, attention, ça ne propose pas du tout la même chose, donc il faut choisir l'assurance vie qui ouvre le plus de portes et qui est aussi la moins chère. Parce que oui, ce qu'on va vouloir, donc vous vous rappelez, nous on veut investir dans un truc particulier qui est cet ETF Monde. Pour investir dans cet ETF Monde, il va falloir qu'on trouve la bonne enveloppe. Donc on a compte titre PEA, assurance vie. Premier truc qui change, ça va être les impositions, comme ce dont je vous ai parlé. Le compte titre, c'est là où il y en a le plus. Le PEA, c'est là où il y en a le moins. Et l'assurance vie, c'est au milieu. Et après, on va vouloir se dire, est-ce qu'on peut investir dedans? Donc là, grosso modo, dans chacune d'entre elles, si on choisit bien, surtout l'assurance vie, faites attention, on peut investir dans cet ETF. Et là, il va falloir qu'on trouve donc cette enveloppe, il va falloir qu'on trouve l'enveloppe la moins chère. Alors, comment on regarde l'enveloppe la moins chère? Quand vous allez vouloir investir, il y a un premier frais qui va être un frais de dépôt qui aujourd'hui, normalement, est censé être nul. Donc, c'est par exemple, si vous déposez 10 000 euros sur votre compte titre, est-ce qu'on vous prend de l'argent ou pas? Si vous déposez 10 000 euros sur votre PEA, est-ce qu'on vous prend de l'argent ou pas? Genre 0,5%, 0,1%, 5%. Est-ce qu'on vous prend ça? Et l'assurance vie, si vous déposez 10 000 euros, est-ce que vous avez un frais de dépôt? Normalement, aujourd'hui, c'est censé être zéro. Mais attention, il y en a toujours qui ont de l'argent. Après, vous avez un autre élément qui est le frais de l'enveloppe. Le frais de l'enveloppe, c'est les frais que vous payez chaque année parce que vous avez votre enveloppe qui est ouverte. Donc, par exemple, sur votre compte titre, si vous avez 100 000 euros, si vous avez 100 000 euros et que vous avez 1% de frais d'enveloppe, c'est-à-dire que vous allez payer 1% sur les 100 000 euros chaque année. Si vos 100 000 euros sont devenus 200 000 euros, et que vous avez mis que 100 000 euros dedans, vous allez quand même payer 1% sur les 200 000 euros. Donc attention à ces frais d'enveloppe. Ce que vous allez chercher à viser, compte titre, c'est censé être 0%. Le PEA, c'est censé être 0%. Aucun de frais d'enveloppe ou de droit de garde. Et par contre, l'assurance vie, attention, là, les minimums, les meilleures assurances vie, c'est souvent 0,5% de frais. Donc attention, l'assurance vie, c'est 0,5%. Petit aparté, l'assurance vie, c'est juste un nom. Vous allez en fait mettre de l'argent chez un assureur. Et c'est absolument pas une assurance décès. L'assurance décès, c'est quand vous décédez. Mais nous, on l'a appelé assurance vie, ce truc-là. Ok, donc attention. Donc là, on se rend compte que le compte titre, c'est très bien, c'est zéro. Le PEA, c'est très bien, c'est zéro. Mais par contre, les frais d'enveloppe, c'est pourri dans l'assurance vie parce que c'est 0,5 minimum. Et après, attention, on arrive sur les frais d'ordre. Les frais d'ordre, ça veut dire dès que vous allez passer une transaction, combien vous allez payer. Ce que vous voulez, c'est des frais d'ordre minimum. C'est des frais, hein, donc c'est quelque chose de perdu. Sur les comptes titres, vous allez pouvoir aller à du 0,09%, voire mieux. Si vous êtes sur du PEA, vous allez être, si vous êtes dans des très bons PEA, du 0,09% aussi. Si vous êtes en assurance vie, vous pouvez descendre jusqu'à du 0,06% quand vous êtes dans les très bonnes assurances vie. Vous allez chercher à payer le minimum. Sachant tout ça, et attention, j'ai dû vous expliquer tous ces trucs-là, je vais devoir, moi, prendre des décisions pour qu'on puisse continuer notre exercice. Parce que nous, notre exercice, c'est de savoir, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est des comptes titres? Est-ce que c'est le PEA? Ou est-ce que c'est l'assurance vie? Donc déjà, on a appris qu'on allait comparer parce qu'on allait investir dans l'ETF Monde, okay, dans la MSCI World. Donc on a déjà dit que c'était ça. Deuxièmement, on a déterminé qu'est-ce qui fait que le CTO, le compte titre, le PEA, l'assurance vie, d'un point de vue imposition, les différences. Donc on a vu que le compte titre, c'était le moins bon. Et après, on a regardé dans les frais d'enveloppe. Les frais d'enveloppe, on a trouvé que finalement, le moins bon, c'était l'assurance vie, le PEA, c'était bien, et le compte titre, c'était bien. Après, on a regardé les frais d'ordre, et dans les frais d'ordre, on a compris, grosso modo, c'était la même chose. Dans des très bons contrats, on arrive à la même chose sur des frais d'ordre. Et maintenant, on va devoir, en vous disant ces informations, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà fait une présélection de ce qui est bien. Donc, par exemple, un des comptes titres qui coûte les moins chers, ça va être Bourse Directe. Vous avez aussi Fortuneo qui est pas trop mal. Il faut vraiment les comparer de votre côté et il faut comparer l'usage aussi. Pour le PEA, ce qui va être le moins cher, c'est souvent Bourse Directe aussi. Attention, Bourse Directe, c'est un peu compliqué à utiliser, c'est un peu vieillot, donc vous pouvez comparer. Moi, j'ai beaucoup utilisé Boursorama pendant pas mal de temps. Fortuneo, c'est pas trop mal, etc. Et sur l'assurance vie,
Une des assurances vie qui est la mieux, c'est Linksea Spirit 2 du Crédit Agricole, qui propose les frais les moins importants. Donc là, moi, c'est ce que j'ai mis dans les éléments dont je vous ai parlé dans mon tableau comparatif. Je vous ai mis tout ça. Et une fois que vous avez ces enveloppes-là, il faut regarder quel est l'ETF qui va répliquer l'indice MSCI World le moins cher. Sur votre compte titre, vous allez avoir de UBS Core MSCI World. Celui-là, il est à 0,06% de gestion par an. Parce qu'effectivement, votre ETF que vous allez acheter, il va vous coûter de l'argent chaque année. Pourquoi ? Parce que vous allez payer l'entreprise de gestion qui va vous permettre de faire la division de vos 1000 euros pour acheter ces 1300 actions. Dans le PEA, vous allez avoir le iShares MSCI World Swap PEA, qui est de iShares. iShares, c'est BlackRock derrière, qui est à 0,20%. Et sur l'assurance vie, vous allez retrouver l'Amundi Core MSCI World, donc sur l'assurance vie Linksea Spirit 2, qui va être à 0,12% par an. Donc, vous avez, là ce qu'on remarque sur les frais des ETF, c'est que sur le compte titre, les frais des ETF sont largement inférieurs, ce qui est assez normal, parce qu'en fait, avec votre compte titre, vous pouvez acheter quasiment tout ce que vous voulez, et vous pouvez avoir accès à des brokers qui ne vont pas, ou des banques, qui ne sont des sociétés de gestion, qui ne sont pas obligées de déposer plein de normes pour être dans le PEA, qui sont obligés de déposer plein de normes pour être dans l'assurance vie, qui sont obligés de gaver l'assureur, puis le machin. C'est ça que ça veut dire. C'est quand vous êtes en compte titre, vous avez accès au produit direct, vous n'avez pas d'intermédiaire. Vous avez directement la société de gestion. Alors que dans le PEA, déjà en plus c'est pas la même chose, vous vous rappelez, en compte titre, vous pouvez avoir une réplication physique, ce qui est moins cher qu'une réplication synthétique, vous vous rappelez, où il faut faire un produit qui réplique les performances de l'autre, etc. Sur l'assurance vie, vous pouvez aussi acheter en direct, vous n'êtes pas limité à acheter directement vous pouvez acheter directement des actions, vous pouvez directement acheter de l'US, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un truc différent. Par contre, il faut être listé dans l'assurance vie. Pour être listé dans l'assurance vie, il faut respecter certaines choses, des process supplémentaires, donc ça a des coûts supplémentaires, et l'assureur va demander une petite ristourne. Par exemple, l'Amundi Core MSCI World, ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur ces 0,12% de frais de gestion, combien vaut réellement Amundi, et si ça se trouve, Amundi vont prendre 0,10, et Linksea Spirit 2, ils vont prendre 0,02. En fait, chacun essaie de se prendre une partie de votre perf, quoi. Une fois qu'on sait tout ça, on va regarder, grosso modo, ce que ça fait au bout d'un certain nombre d'années, quelles seront les performances. Et là, pour ça, je vous ai fait un petit calcul. Hop. Et ce qui reste, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui reste dans votre poche ? Vous faites combien de performances en comparant non seulement les enveloppes, mais aussi les différents ETF Monde, parce qu'on ne peut pas acheter le même ETF Monde. Disons que vous mettez 10 000 euros. Vous mettez 10 000 euros dans votre assurance vie, 10 000 euros dans votre PEA, 10 000 euros dans votre code titre. Dans ceux que j'ai sélectionnés ici, qui sont franchement les plus performants. Si c'est sûrement les plus performants, ou voire dans les plus performants. Il se passe quoi au bout de 5 ans ? Au bout de 5 ans, dans votre assurance vie, vous allez avoir 13 946 euros. Dans votre PEA, vous allez avoir 14 827. Dans votre compte titre, vous allez avoir 14 138 euros. Ce qui veut dire que ce qui gagne le plus, c'est le PEA. Alors, là, j'ai pris un ETF Monde qui va faire du 10% par an et j'ai bien pris l'imposition, donc là, les différentes impositions. J'ai bien pris les différents frais et on regarde ce qui se passe au bout de 5 ans. Si vous le faites au bout de 10 ans, vous allez réussir à avoir 21 250 euros avec l'assurance vie, 22 555 avec le PEA et 20 804 avec le compte titre. Vous allez gagner 6% en plus avec le PEA. Si vous faites ça au bout de 20 ans, vous allez gagner 12% en plus avec le PEA. Et là, si vous faites ça au bout de 30 ans, vous allez gagner 12% en plus avec le PEA. Et si vous faites ça au bout de 40 ans, vous allez gagner 12% en plus, encore une fois, avec le PEA. Et du coup, ce qui gagne le plus, avec ce que je vous ai donné comme information, c'est le PEA. Le PEA va vous permettre de gagner plus. Alors attention, là on est dans un cas où on a fait un versement en une fois, donc il y a des petites subtilités quand on fait des versements chaque mois, etc. Il faut ajuster, mais grosso modo ce qu'on comprend c'est le PEA qui gagne. Dans la plupart des cas, si le marché est en progression, c'est le PEA qui gagne. Donc le PEA gagnera contre votre assurance vie, le PEA gagnera contre le compte titre et le PEA gagnera, et ce sera le PEA qui va gagner. Quand on pose cette question, et maintenant ce qu'on peut se dire, mais c'est quoi l'intérêt ? Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un intérêt d'avoir une assurance vie ? Alors, un des intérêts d'avoir une assurance vie, c'est d'avoir des fonds euros. Donc, c'est ces fameux fonds euros sur de la dette européenne, vous prêtez de l'argent aux États. Attention, parce que c'est possible dans le compte titre
voire même dans le PEA, mais c'est possible de trouver des subtilités qui vous permettent d'avoir les mêmes performances. Donc attention, donc l'assurance vie finalement, d'un point de vue pure performance et pur argent, indirectement ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Il y a un seul avantage de l'assurance vie à garder en tête, c'est pour l'héritage. C'est le seul truc qu'il faut garder en tête. Donc c'est le moment où vous allez accepter de renier de la performance que vous pouvez avoir avec votre PEA. Enfin, on va dire qu'il y a deux avantages. Vous allez accepter de renier la performance du PEA pour de l'héritage. Et il faut comprendre pourquoi, parce que dans les règles d'héritage, vous avez quelques règles intéressantes qui vous permettent de donner de l'argent sans payer sans payer d'imposition. Et il y a une des règles, c'est la règle de l'assurance vie. Alors j'aimerais juste vous redonner un petit peu pour que vous vous rendiez compte, parce que ce n'est pas forcément des questions que vous vous posez aujourd'hui, mais je vais vous redonner, ça dépend des montants que vous avez. Alors ce que j'aimerais bien vous donner, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est vos droits de succession, grosso modo. Quand vous allez donner, disons que vous avez des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 100 000 euros qui sont exonérés par enfant. Donc déjà, vous pouvez donner 100 000 balles. Vous avez 100 000 balles sur votre compte, vous avez un appartement qui vaut 100 000 euros, vous pouvez le donner à votre enfant si vous avez un enfant, et c'est par parent. Donc si vous êtes deux parents, vous avez un enfant, vous pouvez lui donner 200 000 euros, que ce soit de votre patrimoine de façon générale. Et ça, c'est une exonération totale. Par contre, attention, si vous êtes au-dessus de ça, pour vous donner un peu des ordres d'idées de combien d'impôts vous allez payer, si vous donnez jusqu'à 8 072 euros, vous allez payer 5%. Entre 8 000 et 12 000, vous allez payer 10%. Entre 12 000 et 15 000, je vous arrondis, et 16 000, vous allez payer 15%. Ce qui veut dire, et entre 16 000 et 552 000, vous allez payer 20%. Donc ce qu'il faut retenir, si vous voulez donner 500 000 balles à un de vos enfants, alors je vais faire le calcul très, très grosse masse, mais grosso modo, vous allez payer 20% d'impôt sur les 500 000 balles. Si vous voulez donner 515 000 euros à vos enfants, vous allez payer 20% d'impôt. Donc 20%, et attention, c'est ça le truc. Alors il faut vraiment vous rappeler, parce que ça c'est un truc qui peut être un peu compliqué, parce que vous voulez aider vos enfants, vous allez payer 20% d'impôt. Donc ça veut dire 100 000 euros d'impôt, grosso modo. L'enjeu, c'est de vous dire, ok, comment je peux faire pour léguer plus d'argent à mes enfants? Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez l'assurance vie. L'assurance vie, ça vous permet d'avoir non seulement ces 100 000 euros d'abattement, mais en plus de ça, vous allez pouvoir, sur une assurance vie, donner en plus par enfant 153 000 euros. Si je ne me trompe pas, c'est dans les 153 000 euros. J'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien avoir le montant exact pour vous, mais normalement, c'est ça. De mémoire, c'est ce montant-là. Donc là, l'assurance vie, ça peut être utile pour effectivement donner de l'argent supplémentaire à vos enfants le jour de votre décès. Alors attention, vous avez des règles différentes. Il faut que l'argent soit mis sur l'assurance vie avant vos 70 ans. Donc vous avez ça, et ça, c'est l'intérêt de l'assurance vie. Grosso modo, il y a l'intérêt de se dire, ok, je veux léguer à mes enfants. Il y a l'intérêt, potentiellement, les fonds obligataires, vous avez d'autres façons de le faire, mais c'est plus simple avec l'assurance vie. Vous avez l'intérêt par rapport au PEA, hein, c'est juste ça. Par rapport, et vous avez le dernier intérêt, c'est que vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez sur des assurances vie. En fait, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous pouvez ouvrir autant d'assurances vie que vous voulez. Si on passe au PEA maintenant, finalement, c'est grosso modo ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on a vu, mais la grosse limite, c'est que c'est limité à 150 000 euros. Donc déjà, il faut le monter à 150 000 euros, mais généralement, c'est imbattable. Et même sur de l'ETF Monde, même si vous avez des frais qui sont supérieurs, votre économie d'impôt fait que c'est imbattable. Donc le PEA reste quand même, pour commencer aujourd'hui, pour se lancer, c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Là, vous allez avoir des meilleurs perfs. Alors attention quand même, choisissez le meilleur PEA, choisissez le meilleur produit que vous avez dans le PEA pour que ça fonctionne. Et après, le PEA, vous êtes un peu bloqué. Une fois qu'il est ouvert, c'est assez dur de transférer un PEA d'une banque à l'autre et vous pouvez en avoir qu'un. Et pourquoi c'est assez dur? Parce que de temps en temps, ce n'est pas la priorité des banques. Par exemple, si vous voulez quitter Boursorama pour aller chez Bourse Direct, ça peut être un peu compliqué de faire transiter votre PEA. Donc le PEA, pour la plupart d'entre vous qui ont des sommes, en gros, si vous ne voulez pas léguer de l'argent à vos enfants, si vous voulez juste avoir de l'argent qui sera jusqu'à 150 000 euros consommé à un moment donné, où vous allez vouloir en vivre plus tard, finalement le PEA, il n'y a pas trop de questions. La question se pose dès que vous dépassez les 150 000 euros, ou si vous n'êtes pas en France,
Mais sinon, le PEA, grosso modo, c'est ce qui marche le mieux. Je pense que ça va aider un grand nombre d'entre vous de commencer avec le produit que je vous ai indiqué aujourd'hui. Dans votre PEA, ça vous permet de commencer un peu au début, de choisir un beau PEA qui fonctionne et d'avancer progressivement là-dessus. Et ça vous permet déjà d'avancer assez loin. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur cet épisode. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.